Le pouvoir et l'hubris. L'histoire a montré qu'avoir du pouvoir n'engendrait pas forcément de bons leaders. En disposer comporte son lot d'effets néfastes, d'addiction, de perte de repères pour nos dirigeants. Revenons sur cette maladie du pouvoir que l'on appelle l'hubris et qui invite à la démesure. Elle mêle le narcissisme, la prétention, l'arrogance, l'égotisme, la manipulation. Ce pouvoir qui monte à la tête de certains de nos dirigeants parfois provoque un ensemble de croyances et de comportements de nature psychopathologique et contraire à l'éthique. Parlons un peu de l'hubris, cette maladie du pouvoir. L'hubris est le locus de contrôle excessif. L'hubris va sans doute de pair avec cette croyance excessive du puissant que tout ce qui lui arrive, surtout les succès, est de son fait et principalement de son fait. C'est ce que l'on pourrait appeler un fort, un excessif locus de contrôle interne. Le lieu ou le locus de contrôle fait référence à cette croyance qu'ont les individus quand ils considèrent que les événements qui leur arrivent, succès ou échec, dépendent surtout d'eux-mêmes. On est dans l'interne ou sont du fait des facteurs externe. Et là, on est dans un lieu de contrôle externe. On pourrait appeler ce lieu de contrôle externe le syndrome d'ailleurs du Calimero. Mais ne pas être un Calimero, posséder un fort locus de contrôle interne, est sans doute un atout. Encore faut-il raison garder pour ne pas s'imaginer avec force, avec ardeur, avec orgueil que tout n'est dû qu'à soi-même, ne laissant plus aucune place à la chance, au hasard ou à la sérendipité. L'histoire a montré que posséder le pouvoir n'engendrait pas forcément de bons leaders. Dans son roman allégorique, La ferme des animaux, de George Orwell, Orwell dresse une critique de la Russie dans la première moitié du XXe siècle. Les écueils du totalitarisme y sont mis en lumière sous la forme d'un apologue qui nous met en garde justement sur la difficulté de faire bon usage de ce pouvoir. Obsédés par leur rêve d'utopie égalitaire, les animaux de la ferme font la révolution et prennent le pouvoir afin d'établir une certaine forme d'équité entre tous. Mais très vite, un cochon dictateur appelé Napoléon et rappelant en tout point Staline bafoue rapidement ses principes démocratiques pour réinstaurer un système lui beaucoup plus tyrannique, dont les autres animaux deviennent vite les victimes. Le nouveau régime devient alors pire que celui mis en place par la gouvernance humaine, intronisant le constat que tous les animaux sont égaux, mais certains sont plus égaux que d'autres. Dans cette longue métaphore filée, George Orwell exprime son sentiment négatif et déroule une critique ironique du pouvoir politique. Il démontre que malgré les idéologies, les motivations premières, le pouvoir politique comporte son lot de corruption et de trahison, étant entendu que la politique, par sa nature même, implique violence et mensonge. Vivre avec la pression du pouvoir n'est pas sans incidence, bien sûr, tant il fascine ceux qui le subissent comme ceux qui l'exercent. Affichant son mépris pour les opinions des autres, notre dominant cochon Napoléon a certainement été victime d'hubris, ce que les Grecs assimilaient à de l'orgueil excessif. Cette maladie du pouvoir qui invite à la démesure, qui mêle narcissisme, manipulation, mépris. Ce pouvoir qui monte à la tête de certains de nos dirigeants, qui traduit bien une certaine forme d'intoxication entraînant un ensemble de croyances et de comportements complètement contraires à l'éthique, mais quels en seraient justement les principaux symptômes ? David Owen, ancien ministre des Affaires étrangères britannique et médecin, en dénombre 14 symptômes caractéristiques de l'hubris, et il estime qu'il est raisonnable de poser un diagnostic avec la présence d'au moins 3 parmi les 5 suivants. 1. L'identification avec la nation, l'organisation, au point que l'individu pense que son point de vue et ses intérêts sont identiques à ceux de la nation justement ou de cette organisation. 2. Tendance à parler de soi à la troisième personne. 3. Croyance inébranlable que tout jugement lui sera favorable. 4. Agitation, imprudence, impulsivité. 5. Tendance à accorder de l'importance à sa vision et à ses choix, ce qui évite de prendre en considération les aspects pratiques ou d'évaluer les coûts ou encore autres conséquences. Une autre difficulté tient au fait qu'il est difficile de déterminer si ce syndrome d'hubris
est corrélé à des troubles psychiques déclenchés par des substances chimiques ou est originel. Parmi ces personnalités hubristiques, Donald Trump, qui en est l'incarnation la plus tristement comique, la Maison Blanche est le théâtre de ses frasques. Ses déclarations sont quotidiennes, ses provocations inondent son compte Twitter, elles débordent d'ignorance, ses gaffes sont tristement amusantes. Évidemment, Donald Trump est un cas de personnalité hubristique. Alors, quels sont les autres cas d'hubris? On a George W. Bush, qui a présidé dans un climat politique très exceptionnel, avec les attentats du 11 septembre. Très vite gagné par l'hubris après l'Afghanistan, il décida d'envahir l'Irak, et puis son apparition en 2003 au large des côtes de la Californie en tenue de vol sur le porte-avions Lincoln, se targuant d'avoir accompli sa mission, marqua sans doute un point culminant de sa démesure. Plus tard, ce prétendu succès de Bagdad fut décrit par l'ancien ambassadeur de Grande-Bretagne en Irak, John Sawers, comme une absence totale de planification sérieuse, sans leadership, sans stratégie, sans coordination. On peut évoquer aussi Margaret Thatcher avec des prises de parole qui devinrent de plus en plus controversées à la fin de son mandat. Ses décisions, ses jugements ont d'ailleurs donné lieu à de profondes divisions au sein de son parti. Et en 1989, elle confia à George Bush, père, au sujet de la réunification allemande: si nous ne faisons pas attention, les Allemands obtiendront en temps de paix ce qu'Hitler n'a pu obtenir pendant la guerre. Par la suite, elle a également commencé à parler d'elle-même à la troisième personne. En 1990, les députés de son propre parti l'ont forcée à démissionner, exaspérée par ces nombreux dérapages. On peut évoquer aussi Jean-Marie Messier, qui voyait tel écart plus grand, plus haut, jusqu'à s'en brûler les ailes en oubliant les réalités du marché. Au début de l'année 2002, après une chute importante du cours de l'action et des pertes astronomiques de 14 milliards d'euros pour l'exercice 2001, le PDG a fait des déclarations affirmant sa confiance absolue en l'entreprise, insistant sur le fait que Vivendi allait mieux, Vivendi va bien, va mieux que bien, disait-il. Et puis en juillet 2002, il a été contraint de démissionner et la firme a continué à enregistrer des pertes avec 23 milliards d'euros pour 2002. Alors quels seraient les remèdes à l'hubris? Alors certains cas extrêmes semblent définitivement perdus. Pour d'autres, humour, cynisme, distance par rapport à l'actualité, par rapport au présent. Pour lutter contre ces dérives, David Owen suggère aux leaders de faire preuve de bon sens. Il leur conseille par exemple de travailler à contenir leurs humeurs en toute situation et malgré les pics de stress, de cultiver l'humilité, de garder cette capacité à se moquer de soi-même, de garder une écoute attentive pour les individus et leurs besoins. Et vous voyez qu'ici, on en revient encore à l'altruisme.